Côté du Kremlin, on a décidé d'interpréter ces déclarations donc à son avantage. Écoutez le porte-parole du Kremlin. Vous savez, tout phénomène a une chance sur deux de se produire. C'est soit oui, soit non. Je ne peux pas vraiment en dire plus. Mais le fait qu'une partie importante de l'Ukraine veuille devenir russe, et qu'elle le soit déjà, est un fait. C'est un fait qui s'est produit. Regardez ce peuple qui, malgré de nombreux dangers, a fait la queue et voté pour rejoindre la Fédération de Russie par référendum. Cela correspond en grande partie au discours de Trump. On a retrouvé les images du référendum septembre 2023, alors évidemment qui n'ont aucune valeur légale à l'échelle internationale. Est-ce que les gens avaient fait la queue ? En l'occurrence, oui. Est-ce qu'ils étaient sous haute sécurité parce qu'il y avait des menaces ? A priori, non. Magali disait, quand on écoutait Dmitri Peskov, finalement, ils parlent le même langage, les Russes et Donald Trump. C'est peut-être oui, c'est peut-être non, mais là, effectivement, il va plus loin. Il dit, mais vous l'avez vu avec ces référendums. Les Ukrainiens, ils ont voulu devenir russes et le voudront encore à l'avenir. Oui, c'est ça, c'est le même langage et c'est surtout la même simplification de la complexité géopolitique de ce conflit de la part de Donald Trump ou du régime de Moscou. Là-dessus, ils parlent le même langage. Là, sur les déclarations de Trump d'hier soir, effectivement, on est encore dans le monde de Trump. C'est-à-dire que ce conflit géopolitique entre l'Ukraine et la Russie n'est pas abordé sous l'angle du droit international, sous l'angle des valeurs, sous l'angle des alliances, sous l'angle de la cohérence géopolitique et géostratégique. Non, il est abordé sous l'angle du business. Parce que Trump est un acteur transactionnel. Exactement. Il l'a dit, il veut un retour sur investissement sur l'argent que les États-Unis ont mis pour soutenir l'Ukraine militairement. Bon, alors, oui, pardon Arthur, parce que vous parliez du business, donc on va y aller. Parce qu'il n'y avait pas que cette phrase, effectivement, est-ce que les Ukrainiens vont devenir russes un jour ou pas ? C'est la suite de la phrase qui est importante. Nous avons dépensé beaucoup d'argent et je veux le récupérer. Je leur ai dit donc aux Ukrainiens, je veux récupérer l'équivalent de 500 milliards de dollars de terres rares. Et les Ukrainiens ont accepté, au moins, nous ne passons pas pour des idiots. Voilà l'objet de la transaction. Voilà, c'est l'objet de la transaction. Et en Ukraine se trouve un tiers des métaux rares et des terres rares dont dispose l'Europe. Et c'est ça qui intéresse Trump aujourd'hui, mais ça pose d'autres questions. Aujourd'hui, ces métaux rares et ces terres rares, elles sont exploitées. Elles sont exploitées par des entreprises qui sont déjà sur place. Donc comment vont faire les Ukrainiens pour dessaisir les entreprises qui sont déjà en train soit d'extraire les métaux, soit d'entretenir ces terres rares ? Comment va-t-il faire ? Ça pose des multitudes de questions, aussi sur la fiabilité, mais ça c'est une question pour toute l'Europe, sur la fiabilité de l'allié américain. Est-ce qu'un allié fiable est-il un allié transactionnel ? Ça c'est une vraie question pour l'Europe. Ouais, il va peut-être y avoir un problème de confiance. Sauf que là, ce qu'il laisse entendre sur Fox News hier, c'est que c'est fait, les Ukrainiens ont accepté. Attendez, il faut dire que c'est Zelensky lui-même qui lui a proposé à Trump, qui lui a parlé de ces terres rares en disant... Parce qu'il y a un moment où il a fallu parler le langage de Donald Trump aussi. Et c'est donc Zelensky le premier qui, conseillé notamment par des élus républicains qui lui expliquent un peu comment décrypter et comment convaincre un Donald Trump, dit il faut lui parler business, donc il faut lui parler terres rares, il faut lui parler contrat de reconstruction. Et c'est comme ça que vous obtiendrez en effet le soutien américain. Et lors de cette réunion à New York, un mois avant l'élection, un peu plus d'un mois, c'est un peu ce discours-là déjà qui commence à poindre. Donc après, évidemment, on a aussi un Donald Trump qui s'engouffre dans la brèche. Alors moi, il y a deux choses dans cette citation que vous montriez qui m'interpellent. Il y a 500 milliards. Les Américains, ils ont mis 110 milliards à peu près pour l'Ukraine, entre l'aide militaire et l'aide économique. Donc on voit que... 500 milliards, c'est une enveloppe très très large. Voilà, donc pour $1, il en récupère 5 investis. Et puis alors, il y a cette phrase aussi qui termine « Au moins, nous ne passons pas pour des idiots ». Et alors ça, c'est vraiment la mentalité de Donald Trump. C'est-à-dire cette conviction que les Américains passent pour des imbéciles à force de financer la défense européenne, la défense de l'Ukraine, et qu'on ne peut
qui ne peuvent plus être la vache à lait en permanence, qu'ils ne peuvent pas passer pour des idiots. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve énormément dans les discours de Donald Trump. Et chez les électeurs de Trump, il y a cette conviction qu'avec Trump, on va se faire respecter. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve beaucoup en discutant avec les électeurs MAGA. C'est vraiment Trump, au moins, avec lui, on est pris au sérieux. Et donc, je trouve que on retrouve cette idée-là au moins, on ne sera pas pris pour des idiots parce que l'argent qu'on a investi, on va le récupérer et on va le récupérer multiplié par 5 en fait. Ouais. Voilà ce que dit Donald Trump. Alors ça, là, en faisant ça sur Fox News hier soir, il fait vraiment de la politique. Il fait de la politique américaine. Plus certainement que de la diplomatie ou même du business. En fait, là, il met la pression sur Zelensky parce qu'il met plus la pression sur Zelensky que sur Poutine. Bah oui. On voit bien, l'Ukraine, elle peut être russe ou elle peut ne pas être russe. Donc, on voit qu'on est vraiment qu'on peut pousser dans la façon de mettre la pression sur Zelensky. Sur les Ukrainiens. Mais est-ce que réellement, si ça ne tombe pas en sa faveur, en tout cas lui il estime que ça ne tombe pas en faveur des Américains, est-ce qu'il pourrait réellement aller jusqu'à livrer l'Ukraine à la Russie? Est-ce qu'il y aurait des contre-pouvoirs aux États-Unis? Il y en a qui pourraient l'en empêcher ou pas? Non, mais c'est toute la question en fait de qu'est-ce qu'il a véritablement dans la tête, parce que dans l'entourage de Trump, il y a à la fois le général Kellogg qui est son conseiller spécial pour l'Ukraine, qui est plus sur une ligne on tient tête à la Russie. Et puis, on a par exemple le vice-président J.D. Vance qui est à Paris en ce moment et qui va rencontrer Zelensky. Et lui, qui pendant la campagne disait on arrête tout. On arrête d'être le puits sans fond d'un conflit qui ne nous concerne pas. Donc, quelle va être la ligne, finalement, de Donald Trump? On a presque l'impression qu'il n'a pas encore complètement tranché et qu'il attend de voir quelles vont être les réactions en face d'un Zelensky et d'un Vladimir Poutine. Mais le vrai problème de Donald Trump en ce moment, c'est plus Poutine. Parce que comment est-ce que, concrètement, il le fait revenir à la table des négociations? On voit bien que Zelensky, lui, il n'a pas vraiment le choix. Sans l'aide américaine, l'Ukraine ne tiendra pas. En revanche, Poutine, il faut lui proposer manifestement quand même quelque chose pour qu'il revienne à la table et que des négociations, un cessez-le-feu puissent avoir lieu. Et c'est là qu'on ne voit pas encore très bien le ressort. Il parle de nouvelles sanctions sur la Russie. De changer, de pousser Zelensky à organiser une élection présidentielle, tellement on sait que c'est évidemment l'obsession de Vladimir Poutine d'avoir un changement de pouvoir à Kiev. Mais à part ça, on ne voit pas très bien justement quels sont les tenants qui permettent à Trump de ramener Poutine à la table. On va voir si ça peut jouer dans les prochains jours. En attendant, on a voulu savoir comment les Ukrainiens prenaient ces dernières déclarations du président américain. Volodymyr Kogoutiak est en direct avec nous. Bonjour. Vous êtes vice-président du Congrès mondial des Ukrainiens. Comment on prend ces déclarations donc en Ukraine? En gros, si on les traduit, soit vous devenez russe, soit vous vous soumettez à mes désirs, moi, Donald Trump, quoi. En Ukraine, on le vit d'une façon assez simple, c'est-à-dire qu'on ne pense pas que c'est un président américain ou un président européen ou même le président ukrainien qui va décider un jour que l'Ukraine soit russe ou qu'elle appartienne toujours aux Ukrainiens. C'est le peuple ukrainien qui va décider de cela. Nous sommes un pays démocratique et c'est le peuple qui va décider de tout. Et moi, j'ai écouté votre discussion d'aujourd'hui et je pense qu'on continue depuis 11 ans à faire une erreur colossale. C'est-à-dire que depuis 11 ans, nous avons une guerre russe sur le territoire de l'Ukraine et depuis 11 ans, on essaie de négocier avec l'Ukraine pour que cette guerre, elle s'arrête. Et on essaie de parler en fait des territoires que l'Ukraine pourrait rendre, on parle de terres rares que l'Ukraine pourrait donner aux États-Unis, et on essaie de voir tout ce qu'on peut négocier avec l'Ukraine pour que la guerre s'arrête. Mais ce n'est pas l'Ukraine le gros problème ici. Le vrai problème, ça reste la Russie. Et si nous voulons un jour que cette guerre s'arrête, il faut tout faire pour soutenir l'Ukraine à fond et surtout permettre à l'Ukraine de gagner cette guerre. Ouais, c'est intéressant, effectivement, un point de vue sur lequel on va pouvoir débattre. Merci beaucoup, Volodymyr Kogoutiak, d'avoir pris quelques minutes pour nous répondre. C'est ça le problème. Pourquoi on veut toujours discuter avec l'Ukraine? C'est avec Poutine qu'il faut discuter. Voilà ce que nous disent en tout cas les Ukrainiens. Oui, mais bon, de toute façon, parce que j'ai tout entendu que c'était le peuple ukrainien qui allait décider de l'avenir, de son avenir.
Oui, sans aucun doute. Sauf qu'à un moment, il y a une limite. La limite, c'est est-ce que je suis capable de m'opposer à la Russie? Donc, on revient à ce qui a été dit par ce représentant, qu'il faut que les Européens et les Américains, d'une manière implicite, soutiennent la guerre de l'Ukraine contre la Russie pour obtenir finalement un rapport entre les deux qui permette la négociation. Il est clair aujourd'hui que si on veut sortir de cette guerre, ce n'est pas, et que l'on dit d'un certain côté qu'il ne faut pas que l'Ukraine perde, il va falloir rétablir l'équilibre des forces, c'est-à-dire que l'Ukraine soit en mesure finalement de s'opposer efficacement à la Russie. Je crois qu'au bout de 3 ans de guerre, qu'on va peut-être, je dirais, malheureusement célébrer, c'est pas tout à fait ce qui se passe aujourd'hui, et que l'avenir de l'Ukraine aujourd'hui, malheureusement, tel que je le vois aujourd'hui, c'est une perte de son territoire. Quel que soit... Ça paraît inéluctable aujourd'hui. Pardon ? Ça paraît inéluctable aujourd'hui. La réponse est, est-ce que les Ukrainiens sont capables de reprendre les oblasts occupés par les Russes ? Vous avez la réponse. C'est oui ou c'est non ? Je ne vois pas aujourd'hui comment ils pourraient faire. Je ne vois pas. On ne sait jamais. Dans la guerre, il y a toujours des surprises. Mais je ne vois pas comment aujourd'hui ils pourraient regagner ce territoire. Ça veut dire qu'en fait, il va y avoir un schéma politique qui va se dessiner en Ukraine bientôt. C'est qu'est-ce qu'on est prêt à accepter. Et Zelensky l'a évoqué depuis plusieurs mois. Il a évoqué plusieurs pistes. C'est quelle est la paix qu'on est prêt à accepter, sachant qu'on va y perdre. On va y perdre. Ça, c'est un aspect. Il a évolué quand même sur cette question. Oui, il n'a pas le choix parce que il n'a pas le choix parce que il ne gagne pas. Il était parti sur gagner. La victoire, elle n'est pas là. Donc, s'il n'y a pas de victoire, j'appelle ça quand même peut-être une défaite. Alors, autant il faut atténuer la défaite pour pas que les conséquences soient trop graves. Donc voilà, c'est son sujet. Ensuite, deuxième sujet, la légitimité politique, d'ailleurs que le président Poutine a évoqué. Est-ce qu'un président Zelensky et la Rada aujourd'hui sont-ils totalement légitimes pour engager des négociations? Ils ne sont au pouvoir que par la loi martiale, simplement parce que la période électorale de leur mandat s'est achevée. Voilà. Et puis, dernier point, on revient sur Trump quand même. Trump, il fait pression. Il fait feu de tout bois en quelque sorte, et il cherche à imposer finalement sa manière de sortie de guerre, parce qu'il s'est avancé politiquement sur la sortie de cette guerre, grâce à lui, entre guillemets. Et là, il met tout en avant. Et c'est vrai que les paroles qu'on a vues sur les 2 points, finalement, gagner, perdu, on va bien voir, ça dépend de vous. Et puis quand même cet aspect retour sur investissement que vous aviez évoqué tout à l'heure, 500 milliards, je ne crois pas qu'il y ait 500 milliards à récupérer sur les terres rares de toute façon en Ukraine, l'Ukraine n'étant pas en termes de terres rares le principal producteur mondial, c'est même en dehors d'Europe, il y a très peu de terres rares, et en plus c'est des terres rares qui sont principalement sous l'occupation russe. Voilà. Donc, quand on met tout ça dans la balance, ça fait quand même quelques interrogations sur cette sortie de guerre, d'abord, et sur les moyens de pression qui existeraient pour justement aboutir à un accord. Quelle sortie de guerre? Alors, on se dit que peut-être que tout peut se jouer à la fin de la semaine, puisqu'il y a la conférence de sécurité à Munich, et il y aura pas mal de monde sur place, Volodymyr Zelensky notamment, le vice-président américain aussi. Justine Jankowski, vous êtes notre correspondante à Washington. Bonjour Justine. Est-ce que enfin, on va connaître le plan de paix de Donald Trump là, à la fin de la semaine? C'est en tout cas ce qu'on espère, puisque Donald Trump avait promis de mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures, puis en 100 jours. Ça fait 20 jours qu'il est à la Maison-Blanche et il n'a toujours pas dévoilé ce fameux plan de paix. Mais on a quelques indices. Vous l'avez évoqué, Donald Trump veut un accès aux terres rares ukrainiennes. Vous savez, ce sont ces métaux qui entrent dans la fabrication des composants électroniques. Pour lui, c'est un bon moyen de lutter contre la concurrence chinoise. Et pour Keith Kellogg, son envoyé spécial en Ukraine, c'est un moyen d'offrir en contrepartie des garanties sécuritaires à l'Ukraine. Et on sait que Keith Kellogg, dans son plan qu'il avait dessiné pour l'Ukraine et la Russie au printemps dernier, on sait qu'il voulait ces garanties sécuritaires pour l'Ukraine, mais surtout un cessez-le-feu qui suggère que l'Ukraine laisse du territoire à la Russie. Il a aussi évoqué la possibilité d'élections, d'organiser des élections en Ukraine d'ici la fin de l'année. Et puis surtout, Keith Kellogg a dit que ce ne sera pas lui qui dévoilera ce plan, ce sera le président américain lui-même, et a priori il n'est pas prévu qu'il participe à ces discussions vendredi. Ça y est, vous avez répondu à la question. Fin du suspense, ce sera peut-être pas donc d'ici la fin de la semaine, mais c'est intéressant comme information. Merci beaucoup Justine. Et oui, il veut l'annoncer lui-même, Donald Trump, et on comprend pourquoi. Est-ce que ça peut être un plan de paix disruptif ou alors plutôt quelque chose d'un peu négocié, parce que visiblement les Américains là font le tour des chancelleries européennes? Oui, et ce qui est surprenant, c'est qu'effectivement, pour parvenir à ces négociations, il faut faire le tour des chancelleries européennes et aller à Kiev, mais il faudra aussi aller à Moscou.
il faudra aussi trouver les arguments pour ramener la Russie autour de la table. Et pour l'instant, dans les arguments énoncés par Donald Trump, il n'y en a pas un seul capable de ramener la Russie autour de la table des négociations. L'accès aux terres rares des Américains en Ukraine, je ne suis pas sûr que ça intéresse et que ça satisfasse beaucoup les Russes et que c'était un objectif de guerre russe. Ouais. Qu'est-ce qui va ramener aujourd'hui la Russie autour de la table des négociations? On disait tout à l'heure que Donald Trump et le régime de Moscou parlaient à peu près le même langage. Mais il y a une différence. Ouais. C'est que Donald Trump est dans un langage économique, dur, viriliste, voire martial, mais qui reste économique. Ouais. Poutine, lui, il ne comprend que le rapport de force et le rapport de force militaire. Et là-dessus, ils ne peuvent certainement pas s'entendre ou même se comprendre. Ouais. Ce que comprendrait Poutine, c'est que Trump menace d'accroître son soutien militaire à l'Ukraine. Ça, ce serait une menace tangible pour Poutine. Mais de nouvelles sanctions économiques, ça ne les ferait pas énormément. Et vous avez raison, parce qu'on a un peu regardé la télé russe hier soir. Il est question que langage de force, justement, parce qu'on parle de ce plan de paix américain. Ils disent, mais rien à faire. Rien à faire. Écoutez pourquoi. Est-ce qu'on peut arrêter de regarder le cul des États-Unis? Franchement, c'est un problème. Ils ne comprennent pas qu'on peut cracher sur leur plan. On s'en fiche, nous, de ce qu'ils veulent faire de l'Ukraine. Et on s'en fiche des inquiétudes des Européens. Parce que, contrairement aux Européens, nous ne sommes pas les serviteurs des Américains. Trump, lui, comprend la force. Contrairement à l'Europe, à l'Ukraine et à beaucoup d'autres. Nous avons de la force. Et la plus grande peur de Trump, c'est la Troisième Guerre mondiale. Ça, il le dit ouvertement.